pourquoi l'astreinte est-elle traitée différemment du temps effectif de travail? Pendant le temps d'astreinte, le salarié, il est chez lui, le soir, le week-end, et ainsi de suite, peu importe, il est chez lui, il peut vaquer à des activités personnelles. Ce qu'on lui demande simplement, c'est d'être disponible s'il y a un pépin, ou s'il y a besoin. Donc, l'astreinte est rémunérée forfaitairement, par une prime. Peu importe le nombre d'heures, la prime est forfaitaire. C'est une prime ou c'est une contrepartie en repos, peu importe. Mais voilà, c'est toute la notion de temps de travail effectif ou contrepartie. L'astreinte, c'est la bonne illustration. Par contre, pendant qu'il intervient, là, il est en temps de travail effectif. Et on paye les heures par heure. Pareil pour alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps d'astreinte, je viens de dire. Bon, le temps de douche, hein, on va oublier. Le temps d'habillage et de déshabillage, c'est une autre illustration. Temps d'habillage et de déshabillage. Vous avez remarqué, vous trouvez les pointeuses quand on va dans une entreprise. Les pointeuses se trouvent après le vestiaire. C'est pas par hasard. On arrive, on passe au vestiaire et après on pointe. Donc on se change hors temps de travail. Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif. Lorsque le salarié doit, sur les lieux du travail, changer de tenue, ce n'est pas du temps de travail effectif. Alors, ça vaut une contrepartie. Quelle est la contrepartie au fait que, par exemple, matin, midi, après-midi, soir, il faut changer de tenue, et ainsi de suite. Alors, certains disent, ben, ça vaut une journée de repos par an. Pourquoi pas? Mais on a ici ou là quelques contentieux sur ces problèmes d'habillage et de déshabillage. Notamment pour des questions de rémunération. Ça vaut quoi? C'est pas du temps de travail effectif, donc, entre guillemets, ça ne vaut rien, sauf la contrepartie. Deuxièmement, je rappelle que au dénominateur du calcul Fillon, on exclut l'indemnité représentant la pause et le temps d'habillage et de déshabillage. Ok? Bon. Voilà, ce n'est pas donc du temps de travail effectif. C'est clair? Alors, bon, après, à côté de ça, bon, on a cité ici quelques situations assimilées du temps de travail effectif, mais celle-ci ne pose pas de difficulté. Les ordres de délégation des représentants du personnel, ça veut dire quoi? Un représentant du personnel est en délégation. Il est en délégation dans le cadre de ses horaires. Il est payé comme s'il avait travaillé. Il est en délégation en dehors de ses horaires. Il est payé en heures supplémentaires. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Si, moi j'ai vu ça la réalité. J'ai vu qu'il y a dans une entreprise un salarié qui part, qui avait des fonctions comme ça de représentant du personnel dans une entreprise très importante. Ouais. Personne ne savait où il était. Oui. Il est parti, il a fait un contentieux en réclamant des heures supplémentaires. Et il a gagné. Mais personne ne savait ce qu'il faisait. Parce que là, la loi a dit, on assimile ce temps de délégation au temps de travail effectif. Et c'est pour ça que Ma a cité tous les articles du code. Visite médicale d'embauche. Les autres délégués ont signé comme quoi ils étaient présents. C'est normal. Le salarié n'est pas là, il est à la visite médicale, il est payé comme s'il avait travaillé. Ce qui veut dire que si la visite médicale est en dehors des horaires habituels, il y a une compensation en heures ou en argent égale au temps passé. C'est toute la différence. Un temps de formation initiative de l'employeur, bon, ben ça c'est assez évident. Les actions de formation réalisées à la demande de l'employeur sont du temps de travail effectif. On envoie un salarié en formation, il est en temps de travail. C'est lui qui demande à partir en formation, confère le compte personnel de formation dont on a parlé ce matin, ou le DIF. Dans le cadre du DIF hors temps de travail, il n'est pas en temps effectif de travail. Parce que c'est lui qui a pris l'initiative de partir en formation. Le temps de travail effectif, c'est l'expression notamment du pouvoir de direction. Okay. Bon, ensuite, le temps consacré au droit à l'expression. Tiens, d'ailleurs, le droit à l'expression, qui s'en souvient? 1982 pour les plus âgés ou anciens. Personne ne s'en occupe plus. Ça a complètement disparu et ça continue d'exister. Le droit d'expression, c'était des réunions, ce sont toujours des réunions, quand on sur le temps de travail, on consacre
à examiner les conditions de travail. Les personnes m'en voulaient. Donc, pendant les pauses café. Pendant les pauses café. Ça peut être de toute façon. Le temps passé en réunion de négociation dans l'entreprise, oui, bien sûr. Certaines périodes non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunéré, mais assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul d'ancienneté, congé de formation, sans émotion économe, bien sûr, acquisition de jours de congé payé, et autres. Donc, là, en la matière, votre vérification est très simple. Y a-t-il temps de travail effectif? C'est-à-dire, j'ai répondu oui aux 3 premières questions que monsieur nous a rappelées. Si je ne suis pas en temps de travail effectif, est-ce qu'un texte législatif ou conventionnel assimile le temps de travail à du temps de travail? Ce temps de présence a du temps de travail effectif. Enfin, si la loi ne dit rien, si la convention collective ne dit rien, quels sont les usages? Quelles sont les pratiques? Et là, chez les clients, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi de temps en temps. C'est-à-dire qu'on a pu éviter de faire la distinction. Donc, là, s'il y a usage, ça suppose que vous le détectiez et que vous soyez en mesure de dire c'est un usage. C'est important parce que c'est repérer quelle est la source de droit à l'origine de la pratique. Et s'il faut modifier la pratique, ça suppose de répondre à la question quelle est la source de droit. Est-ce un texte législatif, est-ce un texte conventionnel ou est-ce un usage? J'écarte le contrat de travail parce que dans le contrat de travail, on n'est pas censé parler du temps de travail. Alors, comment organiser? Oui. Ah. Oui. Oui, comment organiser le temps de travail? Le temps de travail, comment on l'organise, ça va dépendre des catégories. Et après, c'est un problème de catégorie. Notamment, si on prend votre convention collective, on a distingué plusieurs catégories de personnes. On a distingué les cadres dirigeants. Alors, on les évacue tout de suite, parce que comme ça sera fait, et si on n'a plus de temps à la fin, on en aura parlé. Les cadres dirigeants sont les personnes dont les responsabilités les placent au niveau le plus élevé dans la classification conventionnelle et dans les niveaux de rémunération les plus élevés. Pour être cadre dirigeant, il faut participer à la direction de l'entreprise. Participer à la direction de l'entreprise, ou participer à la direction d'un établissement, quoi qu'il en soit. Dans la convention collective qui s'applique chez nous, on n'a pas forcément dit clairement qui était cadre dirigeant. Mais quand vous prenez la classification, et je rappelle que classification niveau 5, niveau 4, ce sont des niveaux de non-cadre. 3, 2, 1, ce sont les 3 niveaux de cadre. Donc, cadre dirigeant, c'est au moins le niveau 1. Niveau 2 aussi, on peut trouver. C'est ça l'idée. Donc, on écarte des cadres dirigeants. Ensuite, comment j'organise le temps de travail? On viendra après au calcul en jours du temps de travail, parce que ça fait l'objet des conventions particulières. Restons sur le calcul en heures. Temps de trajet, temps de déplacement. On a dit personnel itinérant non autonome. Personnel itinérant non autonome, ce sont des personnes qui sont classées niveau 5 ou niveau 4, qui vont chez les clients, et pour lesquels on est censé faire en sorte de comptabiliser le temps de travail. Comptabiliser le temps de travail, alors dans la convention, on a raisonné par dossier. Je sais bien que c'est une pratique un peu compliquée, mais il faut faire quoi qu'il en soit, une évaluation du temps. Comment faire l'évaluation du temps? Toujours pareil, distinction de tout à l'heure. Est-ce qu'on est sur un horaire collectif ou est-ce qu'on est sur un horaire individuel? Si on est sur un horaire collectif, on suit l'horaire collectif affiché. Et la réalité, c'est qu'on est sur des horaires individuels. Donc, ça veut dire le collaborateur, la collaboratrice a un temps de travail déclaré. Déclaré par qui? Par lui. Pareil. À valider par le cabinet. Et là, on ne peut que vous inciter à assurer un suivi de cette question. Et ça intéresse tout le monde, le cabinet, la direction, le collaborateur. Il faut assurer un suivi de ces temps. Parce que derrière ça, ce sont potentiellement des problèmes d'heures, donc des problèmes de rémunération, des problèmes de poursuite pénale. Quoi qu'il en soit, c'est une source de difficulté. Donc, clairement, pour le personnel itinérant non autonome, on doit avoir, quoi qu'il en soit, un suivi, on va dire, alors, hebdomadaire du temps, si on est sur une appréciation hebdomadaire. Et l'appréciation, on va dire, de droit commun. On apprécie le temps de travail à la semaine, sauf
systèmes dérogatoires. Les systèmes dérogatoires étant soit une appréciation sur 4 semaines, via les JRTT, soit une appréciation sur l'année. Et quand vous parlez appréciation à l'année, vous avez deux hypothèses, modulation ou JRTT. Donc, dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit dans vos cabinets ou chez le client, c'est quoi le temps de travail? S'il n'y a qu'un sujet à traiter, c'est celui-ci. Parce que ce sujet-là détermine la paye. Le reste, après, c'est périphérique. Si on ne maîtrise pas la réalité du temps de travail, on ne maîtrise pas la paye. Or, je vous rappelle que vous êtes les uns et les autres responsables du niveau d'établissement de paye. Me semble-t-il. Donc, maîtrise du temps de travail. Alors, en termes d'organisation, alors, personnel itinérant, le cadre autonome, là on a parlé des conventions de forfait en heure. Et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder. L'appréciation hebdomadaire du temps pose difficulté. L'appréciation annuelle du temps est préférable. Donc, il peut y avoir des conventions annuelles en heure. En clair, vous avez X euros pour 1800 heures par an. Ce qui veut dire que on ne va pas regarder combien d'heures vous faites par semaine. Vous pouvez en faire 45 ou 32. On ne va pas regarder combien d'heures vous faites par mois, pourvu que sur l'année, vous ne dépassiez pas le contingent d'heures qui correspond à la rémunération. Il y a 10 heures aussi. Comment? Il y a 10 heures par jour. Oui, bien sûr. Il y a des limites de 10 heures par jour. Oui, on est d'accord. Mais clairement, effectivement, voilà, c'est le salaire qui suit, travail à temps complet. La durée de travail effective ne peut pas dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne. Donc, un collaborateur ou une collaboratrice a une convention annuelle en heures, on lui dit voilà, vous avez X euros pour, mettons, 1800 heures. Tant que les 1800 heures ne sont pas atteintes, on est dans le cadre de la convention. L'intéressé peut faire 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, 48 heures une semaine et 30 heures une autre semaine, voire rien. Parce que quand on a négocié dans votre convention collective ce système, on a prévu que le salarié en heure, avec une convention annuelle, ait 2 semaines de repos, en plus des 5 semaines de congé. Donc ce qui veut dire qu'on a accordé aux salariés en heure à l'année à peu près le même nombre de jours de repos que le salarié en jour à l'année. Puisque vous savez que les 218 jours, ça correspond bon an, mal an à 2 semaines de repos, en plus de 5 semaines de... D'accord? Donc ça, il faut y penser. Alors ça existe chez vous, mais allez voir dans les conventions collectives, puisque les conventions annuelles en heures ne peuvent exister que si elles ont été prévues par un accord collectif. Accord collectif de branche ou accord collectif d'entreprise. Je rappelle au passage que si la convention collective de branche n'apporte pas de réponse sur cette question, on peut, dans les entreprises de moins de 200 personnes, conclure avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, quand on n'a pas de représentation syndicale, on peut conclure des accords. Ces accords sont signés avec le CE ou avec les DP, soumis à la commission paritaire de validation de la branche. Donc, comme il l'a dit, j'accompagne la délégation patronale aux réunions paritaires. Régulièrement, tous les mois, on a tel ou tel cabinet qui a conclu sa convention avec son CE, avec ses DP, et qui nous soumet. Et on regarde si cette convention comporte une clause illicite. S'il y a une clause illicite, bien entendu, on ne valide pas. S'il n'y a pas d'irrégularité, on valide. Et c'est comme ça que certains cabinets ont pu mettre en place des systèmes d'aménagement d'horaire qui n'avaient pas forcément été prévus par la convention. Dans votre cas, ça peut éventuellement exister, mais dans d'autres secteurs d'activité, ça existe. Donc, oui. Vous parlez de la spécificité de la convention nous concernant avec la logique de la convention annuelle en termes d'heures, assimilable au niveau du forfait. Oui. Tous les 2 semaines, en contrepartie, font les 218, sachant que le forfait jour est remis en cause, me semble-t-il. Non. Ah ben allez-y. Bah, vous venir. Est-ce que de fil en aiguille, ça peut remettre en cause les contrats qui pourraient avoir prévu, notamment des dispositions conventionnelles? Non.
On viendra tout à l'heure aux conventions en jour. Hein, je commençais à dire, ils sont remis en cause. Dans certains secteurs d'activité, oui. Il y a ici ou là quelques problèmes. Mais vous les connaissez, on en parlera. Pour les conventions annuelles en heure, la situation est simple. Dans votre convention, mais dans d'autres conventions collectives, à partir du moment où la convention collective a prévu les catégories de personnes qui peuvent en relever, a prévu un suivi du temps de travail, la convention est valable. Bien sûr, il y a une convention annuelle qui va comprendre par exemple 1607 heures, ou 1700, 1750, tout dépend de ce qu'on a mis dedans. On assure le suivi du temps. Mais on comptabilise des heures, non pas à la semaine ou au mois, mais à l'année. Donc on revient à la logique de la maîtrise obligatoire du temps de travail effectif. Dans tous les cas de figure, dès lors que le temps de travail se calcule en heures, il faut assurer le suivi des heures. Personne n'y échappe, pas plus que vous d'ailleurs, ou que les autres. Là, en la matière, toutes les tentatives, si vous voulez, il faut bien voir que tout à l'heure, quand on parlera du calcul en jour, vous verrez tous les efforts qui ont pu être entrepris pour arriver à un calcul. Donc, ça c'était pour l'aménagement du temps. C'est-à-dire qu'en termes d'aménagement du temps, et quand vous regardez le temps de travail, notamment par rapport à vos clients, deux questions. Quelle est la durée du travail effectif? Première question. Deuxième question, comment le temps est-il aménagé? Sommes-nous dans une appréciation hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, annuelle? Si vous ne répondez pas préalablement à ces questions, vous faites de la poésie. Mais vous ne faites pas de la gestion des heures travaillées. Hein, c'est ça le sujet de notre atelier, ça passe partout. Ok? Très à temps complet, bon ben voilà, 35 heures par semaine ou 1600 heures par an, puisqu'on peut avoir des conventions annuelles. Bon, la pause, dans 4 journées continues, tu as au moins 6 heures, bon, ok. Vu pour le temps complet, travail à temps partiel. On en a déjà parlé ce matin, donc là je peux aller plus vite. Le temps partiel. Actuellement, bah, on est sous un régime de suspension de 24 heures, hein, pour faire ce qu'on a dit, donc on n'y revient pas. Donc on va pouvoir passer là-dessus. Qu'est-ce que... bah, voilà. Justement, ouais. Cette suspension, ouais. J'ai une question, que dois-je faire du 1er janvier au 30 juin 2014, vous en avez parlé ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les choses qui sont certaines, c'est que du 1er janvier au 21 janvier inclus, là, ça fonctionnait. Donc, est-ce qu'on a recruté pendant cette période? Si oui, on était sur le régime des 24 heures, sauf les dérogations. Problème posé par les heures complémentaires, c'est ce qu'on a évoqué. La majoration des heures complémentaires est actuellement comprise dans l'article auquel il est fait référence pour la suspension. Il semblerait que ce ne soit pas le projet gouvernemental, donc rectification à venir. Donc, du 1er au 21, les heures complémentaires sont majorées. Et elles seront majorées au-delà du 21. Sauf à ce que vous disiez, ne soyons pas plus royalistes que le roi, attendons la promulgation de la loi, et s'il faut régulariser, on pourra toujours régulariser. On peut aussi adopter cette attitude de prudence. Bah, dès lors que le texte va être voté, bah, on va être sur une durée hebdomadaire variable. Alors, là aussi, je vous renvoie aux conventions collectives. Certaines conventions collectives ont fixé des durées hebdomadaires minimales de temps partiel. Dans votre convention, on a écrit 16 heures, avec dérogation possible. Dans d'autres conventions, notamment je pense à la distribution, on cite souvent la distribution sur cette preuve de temps partiel, la distribution alimentaire. Ils sont à 25 heures. Ça fiche pas mal les 24 heures, ils sont déjà à 25 heures minimum dans leur convention, sauf dérogation. Donc allez voir aussi ce qui a été écrit dans les conventions. Ok? Ça c'est vrai jusqu'au 30 juin. Peut-être que d'ici le 30 juin, il y aura de nouveau un report, on verra, mais... Non, voilà. Temps partiel, vu, question. Ensuite, modulation du temps de travail. Alors, la modulation du temps de travail, ça fait partie donc, des règles aussi de décompte du temps et d'aménagement. C'est-à-dire, concrètement, il faut pouvoir apprécier différemment qu'à la semaine. Donc là, vous avez un article de la convention collective qui vous dit clairement ce qu'il y a lieu de faire. C'était par rapport au livre. Oui. Donc, modulation, ça suppose un accord collectif. Si chez le client, il n'y a pas d'accord collectif, on ne peut pas pratiquer la modulation. Dans quel cas, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place, et ça suppose d'avoir un comité d'entreprise de délégués de personnes. La modulation,
c'est faire varier la durée collective de travail. Donc, qui dit modulation dit qu'il peut y avoir une durée collective, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Si on est sur une durée collective, on n'est pas sur une appréciation individuelle. Mais par contre, il faudra quand même pouvoir dire, madame, à la fin de la période, a fait 1607 heures. Donc, même nécessairement, il faut qu'il y ait un décompte individuel. D'accord ? Voilà la modulation. L'intérêt de la modulation étant de pouvoir donc faire varier les durées hebdomadaires selon les périodes chargées, moins chargées, avec des semaines qui peuvent être égales à 0. On peut avoir des périodes égales à 0. Pourvu que sur l'année, on soit à 1607.